Merci à toutes et tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire conférence sur les échanges France-Québec en IA santé et la coopération donc entre l'école de l'intelligence artificielle en santé du CHU de Montréal et le CHU de Dijon. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Madame Camille Pauly et à Madame Sophie Lemay qui vont introduire cette séance et je serai là ensuite pour répartir la parole au moment des questions-réponses. Merci Maxime, bonjour. Je suis Sophie Lemay, directrice France au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Je suis heureuse d'être des vôtres aujourd'hui en compagnie de Camille Pauly, conseillère générale adjointe du Consulat général de France à Québec pour ce webinaire qui mettra en lumière la collaboration entre l'École de l'intelligence artificielle en santé du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, qu'on appelle le CHUM, et le Centre hospitalier universitaire de Dijon. Nos deux présentateurs sont les coordonnateurs de ce projet jumelant intelligence artificielle et santé. Donc, nous avons Mme Dany Girard, conseillère, partenariat et financement, direction de l'enseignement et de l'Académie CHUM, à l'École de l'intelligence artificielle en santé, et M. Patrick Caillé, président de Sophia Santé. Excusez-moi, j'aurais dû pratiquer mes acronymes à la présentation. Professeur d'université et chef du laboratoire de génétique chromosomique et moléculaire au CHU de Dijon. Soutenu par le ministère des Relations internationales et de la francophonie et par le Consulat général de France à Québec dans le cadre du 70e appel à projet de la Commission permanente de coopération franco-québécoise, la CPCFQ. Ce projet s'inscrit en droite ligne avec les priorités des gouvernements québécois et français en matière de santé, qui continuent de porter ses fruits. Rappelons que le Québec et la France ont signé en 1997 une entente en matière de santé qui continue de porter ses fruits. Voilà. D'ailleurs, le relevé de décision adopté lors de la 21e rencontre alternée des premiers ministres en 2024 dédiait spécifiquement une feuille de route aux enjeux d'une société plus juste et engagée sur la culture et le savoir. Le numérique et l'intelligence artificielle en santé est l'un des quelques secteurs précisément ciblés au chapitre santé de cette feuille de route. Nos deux porteurs de projet ont amorcé leurs échanges en matière d'IA santé en 2019, mais c'est en 2023 qu'ils ont déposé un premier projet dans le cadre de la CPCFQ. L'élan pris par cette collaboration a été inédit et le soutien de la Commission a ainsi été renouvelé dans la biennie qui s'est amorcée cette année. Cette conférence intitulée « Regards croisés, partage d'expertise sur l'intelligence artificielle en santé en France et au Québec » est la résultante de cette relation franco-québécoise profonde qui cherche toujours à s'inscrire dans les enjeux du moment, ceux qui changent et vont changer nos manières de faire et, dans le cas présent, changer nos façons de soigner. Nous sommes 5 ans après le lancement du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle hébergé à l'OCDE, où l'IA en santé a été ciblé comme secteur d'avenir pour cet ensemble de technologies. Le projet dans lequel s'inscrivent l'École d'intelligence artificielle et le CHU de Dijon permet de renforcer une trajectoire novatrice visant à améliorer la capacité des systèmes de santé québécois et français à accroître le niveau de compétence du personnel médical. Je cède la parole à Camille maintenant. Merci beaucoup Sophie, à mon alter ego québécoise. Bonjour à toutes et à tous depuis Québec, depuis le Consulat général de France à Québec. Alors, je te remercie Sophie pour ce premier mot. Je pourrais ajouter aussi que la santé est évidemment un des thèmes phares de la coopération entre la France et le Québec, à travers des collaborations qui sont réalisées entre les hôpitaux, entre les universités et également entre les associations, et qu'elles travaillent ensemble sur des sujets tels que la santé mentale, l'amélioration du parcours patient, le progrès de la détection et la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychotiques, ou encore la gestion des données génétiques qui sont utilisées dans le diagnostic des maladies rares. Alors, lors de cette commission permanente de coopération franco-québécoise, qui est notre outil de coopération entre la France et le Québec, qui a eu lieu en mars dernier, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères côté français et le ministère des Relations internationales et de la francophonie côté Québec ont validé leur soutien à 43 projets sur les 97 qui ont été déposés. Et sur ces 43 projets, il y en a 9 qui sont dans le domaine de la santé et de la solidarité. Et ces 9, ça représente environ 20% des projets sélectionnés. Et c'est une augmentation par rapport à la biennie précédente où il y en avait 16%. Au cours de l'étude de sélection des dossiers pour la biennie 2024-2025, on a constaté l'émergence de la question de l'intelligence artificielle, évidemment, qui est devenue un sujet principal dans de nombreux projets déposés.
dans des projets qui concernent la culture, par exemple. Je vois qu'il y a Valérie Langlois qui hoche de la tête pour la culture avec, par exemple, l'Institut national de la recherche scientifique et la Bibliothèque nationale de France. Dans le domaine de l'alimentation durable aussi, avec une école d'été d'intelligence artificielle qui a été initiée entre l'Université Laval à Québec et la Sorbonne Université, et évidemment la santé. Et nous ne pouvons donc que constater que l'intelligence artificielle a pris en quelques années une ampleur considérable. Elle est entrée dans notre quotidien et elle transforme en profondeur tous les domaines de la société. Et elle pourra permettre de véritables innovations, elle a déjà commencé, mais elle s'accompagne aussi de nombreux défis moraux et sociétaux. Et c'est dans ce contexte, on avait à cœur de soutenir une nouvelle fois ce projet qui associe directement IA et santé, parce qu'il répond à l'évolution des besoins en santé de la population qui requiert le développement continu de nouvelles compétences chez les acteurs en santé. La complexité en fait de ces enjeux en santé et l'arrivée d'innovations technologiques, dont l'IA, mais pas que, nécessite de nouvelles façons de travailler, une mobilisation et un partage des connaissances. C'est l'intérêt de ce webinaire. Une collaboration inter-institutions, c'est encore une fois ce webinaire qui le prouve, et une amplification du réseau d'experts en IA santé. Et devant les enjeux complexes auxquels se trouve confronté le milieu de la santé, le CHU de Dijon et le CHU de Montréal proposent un projet de collaboration internationale qui nous paraît plus que pertinent. Et nous sommes vraiment fiers d'avoir pu le soutenir dès le départ, puisque ça fait plusieurs années que vous travaillez ensemble. Et d'ailleurs, je voudrais dire que dans ce moment où on demande de rendre des comptes sur l'utilisation de l'argent public, et on nous demande d'expliquer en quoi la coopération technique institutionnelle est utile, ça me semble intéressant de donner ce projet en exemple, puisque vous avez commencé à travailler indépendamment de la commission permanente. La commission permanente a permis à ce projet de démarrer et ce projet continuera bien après nous. Donc, je pense que là, on a un exemple concret de ce à quoi sert la coopération franco-québécoise. Donc, on espère qu'avec ce projet, il y aura d'autres initiatives qui pourront en découler et des pratiques du même type. Et nous sommes convaincus, en tout cas, je pense, du côté du MRIF et du côté du Consulat de France à Québec, de la force et de la richesse de la collaboration franco-québécoise, bien au-delà de notre langue commune. Et comme vous l'avez dit vous-même, dès qu'on débute un projet ensemble, on découvre qu'on est confronté exactement aux mêmes défis, aux mêmes enjeux, et donc y faire face ensemble, ça nous paraît une évidence. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon webinaire. Bonjour à tout le monde. Donc, Dany va projeter notre présentation qu'on va faire en commun. Alors, oui, bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est avec un réel plaisir, en ce lundi matin au Québec, de pouvoir vous présenter ce projet de collaboration en intelligence artificielle entre la France et le Québec. Un projet dont nous n'avions pu anticiper au départ l'envergure et les retombées importantes qu'il engendrerait. Les porteurs de projet, on vous les a décrits un peu plus tôt, Madame Lemay, donc Dany Girard, conseillère au partenariat et financement de l'École d'intelligence artificielle en santé et de la direction de l'enseignement et de l'Académie CHUM depuis plus de 4 ans. J'ai également été nommée vice-présidente de Sophia Santé sur le comité de formation et sensibilisation de l'association. Moi, je suis le professeur Patrick Caillé, je suis responsable du laboratoire de génétique chromosomique et moléculaire au CHU de Dijon depuis maintenant plus de 10 ans. Je suis responsable d'une unité d'intelligence artificielle qui s'appelle Développement de l'IA au CHU de Dijon, qu'on appelle DIAD, et avec des axes de recherche surtout en IA en santé, et aussi animateur du Datathon, du DUA Santé, et de plusieurs animations de coordination sur l'IA en santé. Très heureux d'être là, vous partager ce qu'on a créé avec Dany. Alors, notre présentation comportera 4 parties, un historique et contexte afin de mieux vous situer, le projet en tant que tel, ses retombées et impacts et la phase 2 de la collaboration, et enfin, la conclusion. L'historique et le contexte, on retourne un peu en arrière, donc en 2018, avec la création de l'École d'intelligence artificielle en santé du CHUM. Oui, et moi en 2019, j'ai été visiter le Canada, donc j'en ai profité
pour visiter l'école de l'intelligence artificielle en santé avec Nathalie Beaulieu et Nathalie Mayerhofer et Dany qui étaient là, et rencontrer Joshua Bengio à Mila. C'était une super rencontre. En 2020, il y a eu la création d'un des premiers DUA santé en France, à l'Université de Bourgogne. Et après, on a poursuivi nos échanges avec Dany, avec Nathalie, les deux Nathalie, je dis ça, sur la création de DIAD au CHU de Dijon. Et puis après, il y a eu la demande de subvention, etc. Pardon, je reviens un peu en arrière. 2022, l'étincelle est venue d'une conversation avec la délégation générale du Québec à Paris. Je parlais avec Maxime Lonas en décembre 2022 et il me faisait part de l'appel à projet de la coopération, alors que je lui disais qu'on avait entamé des relations avec le CHU de Dijon. Et il m'a dit, mais vous devriez déposer. Alors, on avait, je crois, 6 jours pour le faire. Et donc, on a pu réaliser le projet sur la période 2023-2024 et ça nous amène aujourd'hui, en 2025, à la phase 2 de la collaboration. Qui sont les partenaires au projet? Pour le contexte, l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM, c'est une création du Centre hospitalier de l'Université de Montréal qui est reconnu parmi les hôpitaux les plus innovants au Canada, un des plus grands complexes hospitaliers en Amérique du Nord. Il se positionne comme adopteur et comme innovateur en IA et il accueille chaque année 250 000 de patients. Il dessert une population de 3,8 millions de personnes. Plus de 19 000 personnes y travaillent et il accueille 5 000 stagiaires externes et internes par année. Dès 2018, le CHU a mis en place une stratégie d'IA qui reposait sur trois piliers. Pour faire de l'IA, il fallait des données, donc la création d'un centre de données. Il fallait des talents, donc développer le talent. Et la mission a été confiée à la direction de l'enseignement, d'où la création d'une école d'IA en santé. Et également, pour faire de l'IA, il faut des projets, donc un portefeuille de projets associé à cette stratégie. L'École de l'intelligence artificielle en santé a été une première au monde. Elle est la première en milieu réel et elle a pour mission d'accompagner et de développer les compétences des professionnels de santé pour intégrer l'IA dans leur pratique de manière éthique et responsable pour le bénéfice de la population. C'est quelques centaines d'outils et outils éducatifs qu'elle a développés, avec regroupant plus d'une centaine de spécialistes en IA et plus de 90 000 participations à ces activités de sensibilisation et de formation. Quelques exemples, le fondement de cette école d'intelligence artificielle en santé est son référentiel, donc la création d'un référentiel de compétences en IA santé qui comporte autant des compétences techniques que des compétences humaines pour favoriser une adoption responsable. À titre d'exemple des contenus, des produits développés, elle a développé une série de podcasts, balados pour les Québécois, des contenus de formation avec la Société canadienne du cancer en oncologie, autant pour les oncologues que pour les patients et proches aidants. Elle a développé en matière de sensibilisation un cycle de conférences midi qui s'appelle les moments d'intelligence artificielle le midi, donc les MIAM, et également des bourses de fellowship en IA santé pour permettre à des cliniciens de se former pendant 1 an. Elle a aussi développé un livre blanc, des contenus de publication, entre autres les publications, guide sur son référentiel de compétences, un lexique en IA. Et tous ces produits, contenus sont disponibles gratuitement sur son site web, dont vous avez les coordonnées si vous souhaitez en apprendre un peu plus. Eh bien, on va passer à la partie dijonnaise. Donc, je vais vous présenter l'équipe DIAD, développement de l'IA au CHU de Dijon. Donc, en fait, vas-y, tu peux passer, Dany. Donc, Qu'est-ce que tu veux? Non, je ne l'ai pas, moi. Donc, mais c'est pas grave. Donc, l'équipe DIAD, en fait, c'est pourquoi développer l'IA au CHU de Dijon. C'est une rencontre avec le docteur Calgarine, qui est le premier médecin spécialiste en IA. Il a une triple compétence. Il est médecin, il est data scientist et il est biologiste dans le service. Et c'est grâce à lui qu'on a pu développer DIAD dans le cadre de l'université et du CHU de Dijon. Alors, DIAD, c'est aider les professionnels de santé à répondre à des défis en santé. Et on a 3 axes, je dirais. Un axe formation, où on a le DU et le DUA générative. Ah ben voilà, vous la voyez la diapo, c'est bon? C'est le petit...
Donc ça, c'était, Oui. voilà, David Hay qui est au milieu, qui est notre spécialiste en IA. C'est grâce à lui que je suis sur le numérique depuis maintenant 8 ans. Et on a créé cette UF c'est une unité fonctionnelle dans le CHU de recherche, à la fois diagnostic, recherche et formation, pour permettre de répondre à des problématiques pour les professionnels de santé. Donc, on a créé le DU, le Dataton, etc. Et dernièrement, on a créé, j'ai une petite vidéo, vas-y, Dani, tu peux passer. C'est les projets, c'est Croquia. Vous allez voir, c'est une IA générative, c'est un chatbot derrière qui répond. C'est pour les enfants atteints de cancer. En fait, c'est pour les enfants. Oui, ça a dû couper, c'est pas grave. C'est pour les enfants atteints de cancer. On a créé ça avec une association qui s'appelle Coup de pouce à Dijon. Et en fait, la problématique, c'était que les enfants et les parents atteints de cancer, en fait, on leur donne une feuille d'aliments non autorisés et ils la perdent. Donc, les oncopédiatres sont venus nous voir, nous ont dit, bah, nous, notre problématique, c'est que les parents nous appellent le week-end ou tard le soir et personne ne répond. Et donc, on a créé ce chat, je dirais, ce chatbot qui s'appelle Croquia, qu'ils utilisent dans le service d'oncopédiatrie de Dijon. On a créé aussi, avec une équipe allemande, un logiciel de classification des chromosomes. On était les premiers au monde à le développer depuis maintenant 6 ans. Ça permet d'enlever les faux positifs sur les classements des chromosomes. Donc, on l'utilise quotidiennement. On gagne du temps au niveau technique et au niveau biologique. Donc, après ces projets, je vais vous présenter les formations. Donc, on est à l'initiative d'un des premiers DU, diplôme universitaire en IA santé. Donc là, on est à la 6e année. On a plus de 30 étudiants chaque année d'un peu tout l'espace francophone. On a dans ce DU à peu près une centaine de cours avec visibilité tous les professionnels de santé. J'ai créé aussi une UE optionnelle, une unité d'évaluation pour les étudiants de médecine et de pharmacie à la faculté de médecine et de pharmacie de Dijon, où là, j'ai une vingtaine d'étudiants de pharmacie chaque année, depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et je vous parlerai à la fin du DIUIA générative qu'on a créé avec plusieurs universités et l'équipe de l'IAS et du CHUM de Montréal, où là, on a plus d'une quarantaine d'étudiants qui viennent de tous les horizons et il y a des places pour les Canadiens. Donc, ça, c'était la partie théorique. Et depuis maintenant 7 ans, j'ai créé le Dataton IA for Care, qui est une sorte de hackathon. On l'a créé dans le cadre du Covid-19. Le premier était fait en distanciel sur de l'imagerie médicale. Et depuis, on a augmenté le nombre de défis. On associait un tuteur numérique, un tuteur médical. Et les étudiants, que ce soit du DU, du IA générative, viennent tout le week-end travailler sur cette problématique. Alors l'année dernière, on avait plus de 140 participants, on avait une soixantaine d'étudiants du DU d'IA générative, on avait 80 étudiants des écoles d'ingénieurs, et puis plein de partenaires, Santé Nov, etc., la région, etc. Le projet de coopération, comme on l'a mentionné, l'IA est une nouvelle technologie qui promet un des plus grands potentiels pour solutionner les enjeux du système de santé. Elle connaît toutefois un frein important parce que les professionnels de santé n'ont pas été formés pour l'intégrer. Donc, en 2022, on est de part et d'autre de l'Atlantique avec des mêmes enjeux et à avoir mis en place 2 différentes approches en matière de formation continue pour les professionnels. Le CHU de Dijon avait créé un diplôme universitaire en IA santé à l'Université de Bourgogne et au CHU de Montréal, nous avions l'École d'intelligence artificielle en santé. Le défi, c'était de trouver comment collaborer. Et là, ça a été un fort remue-ménage. Donc, l'étincelle, c'était la conversation avec la délégation en 2022 et le dépôt de cette subvention. Le projet s'est échelonné sur 1 an. Nos ambitions étaient relativement modestes. Donc, ça visait la participation pour le IAS à un événement en France et pour le CHU de Dijon de venir à un événement au Québec. On souhaitait une mise en relation de nos experts de chacun des centres hospitaliers et évidemment d'augmenter la visibilité de chacun de nous dans l'écosystème international. Pour le IAS, donc, qui a été la première à faire le passage, qui a voyagé et à se déplacer en France, il y a eu 3 principales étapes. En descendant de l'avion, on a eu à évaluer les étudiants du DU en IA santé pour les projets qui avaient été développés dans le cadre du Dataton. Et c'était une excellente occasion pour nous de confirmer l'aspect essentiel de jumeler la théorie à la pratique dans la formation en IA chez les apprenants.
La deuxième étape était le lendemain où la directrice de l'enseignement et de l'Académie CHUM participait à une table ronde sur les compétences pour maîtriser les technologies numériques appliquées en santé. On a eu la bonne idée de profiter de ce déplacement pour aller également à Paris où se déroulait quelques jours plus tard Santé Expo, qui est un événement de très grande envergure qui regroupe tous les acteurs de la santé en France et qui accueille 30 000 visiteurs par année. Ça a été une opportunité de cartographier l'écosystème français et d'y rencontrer plusieurs partenaires potentiels, entre autres aussi avec l'aide de la délégation qui nous a mis en contact avec l'organisateur principal de Santé Expo, qui est la Fédération hospitalière de France. Nous, inversement, oui, donc inversement, on a été super bien accueillis à Montréal pour le MIAM de Montréal, à laquelle on a participé, la première conférence MIAM sur l'IA générative en santé. Et dans ce cadre, avec David, avec Mélodie, mais aussi avec Dany, etc., l'équipe de l'IAS, on a lancé le premier DIUA générative en santé avec 4 universités, l'université de Caen, l'université de Bourgogne, l'université de Nantes et l'université de Paris. Et lors de notre visite, on a visité les spécialistes, je dirais, qui ont développé de l'IA au CHUM. Et avec les 13 porteurs de projets, c'était une super expérience et un très bon retour. Les retombées de nos déplacements et la phase 2 de la collaboration maintenant. Pour le IAS, dès 2024, les retombées ont été immédiates et se poursuivent en 2025, se poursuivront en 2026 et 2027. Les retombées tangibles, ça a été un important nombre de partenaires potentiels rencontrés. Ça a été l'occasion d'avoir un mandat rémunéré par KPMG Santé en France pour présenter l'école à une institution qui est en construction à Blois, l'Institut de formation de Blois. Ça a été l'occasion d'ajouter une formation diplômante à notre offre avec notre collaboration au DU en IA générative. Ça a été aussi de pouvoir développer un contenu de formation à Nantes qui va être disponible prochainement, une ressource éducative libre, et de développer également, d'avoir un projet de recherche avec le CHU de Nice pour 2026-2027. La visibilité de l'EIAS y a gagné en visibilité. On a constaté une augmentation du rayonnement des produits et services de l'EIAS sur les réseaux sociaux et le site web de l'EIAS. Seulement sur la période de communication 2025, sur la page LinkedIn pour nos 2 passages en 2025, c'est plus de 130 abonnés que l'EIAS a gagné sur sa page LinkedIn. Et on a pu voir aussi une augmentation de 82% d'utilisateurs actifs pour le référentiel de compétences, plus de 300 vues sur la page Balado et de 200 à 400% d'augmentation de vues pour la vidéothèque de l'EIAS. Les partenaires, pour vous donner une petite idée. Donc pour le CHU de Dijon, pareil, il y a une visibilité extraordinaire qui augmente de jour en jour, de jour en jour et de mois en mois, d'année en année. Pour le DUA santé et le DUA génératif, maintenant on a des experts du CHUM qui viennent faire les cours en visio, toujours en visio dans le DUA santé et le DUA génératif. Il y a aussi des places réservées pour les étudiants du Canada. Donc cette année, pour le DUA génératif, on a 4 étudiants du Canada. On a créé la première journée d'IA générative en 2025 avec des experts canadiens qui sont venus. On a créé des nouveaux projets aussi, IA for Gen Report pour les rapports de génétique. Et rayonnement aussi au niveau national, j'ai de plus en plus de demandes pour des partenariats avec la NFH, la FHF et la CPN, etc. Et des multiples présentations. C'était la semaine dernière, j'ai fait une présentation congrès de néphrologie où j'ai parlé de notre collaboration, etc. Donc plein de collaborations, plein de valorisation de cette collaboration qui est géniale. Donc pour vous parler du DUA générative, alors c'est une première francophone, mais je dirais une première mondiale, où c'est une collaboration entre 5 universités, l'université de Caen, de Nantes, de Bourgogne, je dirais dijonnaise, et de Paris. Et ce DUA santé avec le CHUM et le CHU de Dijon a fait
permet aux étudiants de démystifier un peu cette IA générative, mais aussi de collaborer ensemble sur l'IA générative et à l'aide de modules. En fait, on a créé des modules dans cette IA de ce DIUA générative. On a 5 modules, on a plus de 84 heures. Et grâce à ce DIUA générative, les professeurs de santé s'accaparent un petit peu l'utilisation de l'IA générative en santé. Donc, il y a un module sur toujours de la data, un module, mais sur des unités de valorisation, d'application de l'IA générative. Et le dernier module qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le promptathon, où les étudiants viennent, lors du datathon, faire des prompts, comment utiliser l'IA générative, toujours avec un esprit toujours critique, mais aussi toujours savoir si, il y a un humain derrière, il y a une garantie humaine. Ça, c'est très important pour ce DIUA génératif. Alors, dans cette mouvance, dans cette action du DIUA génératif, lors d'une réunion avec tous les collaborateurs du DIUA génératif, on a créé la première journée d'IA générative à Beaune. Alors, pourquoi Beaune? Parce que j'habite juste à côté et c'est un endroit assez extraordinaire. Vous avez le vin, etc. Mais ce DIUA génératif, cette journée du DIUA génératif, de l'IA générative en santé, c'était le moment de collaborer, de discuter autour de tables rondes. On avait plus d'une quarantaine d'experts nationaux et internationaux sur l'IA générative. Et on a fini en apothéose avec la remise de la Légion d'honneur à Louis Pouzin, qui est l'inventeur de l'Internet mondial, je dirais, même francophone, francophile, etc. Voilà. C'était une super journée. Et on va relancer, je vous dirai à la fin, le premier congrès de Sophia Santé. Oui, il faut ajouter, Patrick, c'est 160 personnes qui assistaient à cette journée d'IA générative et des acteurs les plus importants en France qui étaient présents. Et là, pour finir, c'est le datathon où on réunit notre collaboration, ceux du DIUA Santé et du DIUA génératif qui travaillent tout le week-end comme le promptathon, etc., le datathon, et sur des défis. Et ils sont associés aux ingénieurs, aux tuteurs numériques, et ils travaillent d'arrache-pied tout le week-end. Et on arrive à la fin du week-end à créer un POC. Et l'idée d'après, c'est de ce POC ou cette utilisation de l'IA, c'est d'arriver à qu'il crée plus loin une start-up. Donc on essaye sur une dizaine, là on a environ 1 ou 2 startups qui sont développées. Les retombées communes, mais évidemment un accroissement de la visibilité à l'international pour chacun des partenaires. Mais ce que nous n'avions pas pris en compte, ça a été également un accroissement de la notoriété au sein de notre propre écosystème. Par exemple, pour le CHU de Dijon, lors de son passage à la conférence MIAM à Montréal, il y a eu un contact avec un organisme de la région de Bourgogne avec lequel ils n'étaient pas en lien, à l'Institut de formation paramédicale des Hospices de Beaune. Et pour le CHUM, la création du DIU a suscité un engouement, et pas seulement au CHUM, au niveau provincial. Ça a donné lieu à des articles de presse et une multitude de demandes d'informations qui venaient de partout au Québec pour avoir de l'information sur le DIU. Donc oui, ça nous amène en 2025 avec la deuxième phase de la collaboration et la création de Sophia Santé. Pourquoi Sophia Santé? En fait, pourquoi Sophia Santé? Parce qu'en fait, il y a une rareté des sociétés savantes dans l'IA en santé. Il y a des sociétés savantes en numérique, mais ça prend la télémédecine, etc. L'idée, c'était de créer une société savante dédiée à l'IA en santé. Et cette nécessité de structurer est venue d'un besoin. En fait, on a beaucoup d'étudiants qui étaient venus vers nous, mais disent, mais voilà, on veut se former, mais où aller? Et de plus, on va essayer de répondre à des enjeux fondamentaux avec tout ce qui est éthique, tout ce qui est réglementation sur l'IA en santé. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs objectifs. L'objectif, c'est favoriser la recherche en IA en santé, faire des collaborations avec des chercheurs, des data scientists, mais aussi des professionnels de santé, promouvoir les différentes formations, faire un catalogue, que les gens puissent aller voir les différentes formations en IA santé, et organiser aussi des événements. Donc, vous verrez le premier congrès de Sophia Santé qu'on va réaliser aux Hospices de Beaune. Et enfin, accompagner, je dirais, accompagner ces professionnels de santé pour les aiguiller un petit peu sur l'IA en santé. Donc, des congrès, etc. Vas-y.
Donc, la phase 2 de la collaboration, c'est un cycle de conférences France-Québec, regard croisé, partage d'expertise en IA santé. Donc, il y a déjà 3 conférences, 3 événements qui ont été faits cette année, dont le premier lors de la journée d'IA générative en mai dernier, avec une table ronde sur les applications et l'avenir de l'IA générative en santé. Ensuite, il y a eu un passage à Nantes où il y a eu du contenu de formation qui a été enregistré avec l'Université de Nantes et le CHU de Nantes, mais il y avait un atelier dans le cadre qui était donné par une de mes collègues, Mélanie Demers, sur comment exploiter le potentiel de l'IA pour former en santé. Enfin, plus près de nous, lors de Montréal Connect à la fin octobre, nous avions une grande conférence qui réunissait 2 experts, Jean-Louis Fraisse, français, et Catherine Régis de l'Université de Montréal, sur le thème de construire la confiance, l'IA responsable en santé, 7 ans après la déclaration de Montréal. La conclusion, ça nous amène déjà à la fin, que c'est des petites sommes ont des retombées, engendrent des retombées internationales incroyables. C'est un réseau collaboratif d'experts en IA qu'on a développé à travers le DU d'IA générative et SOPHIA. Et ça a ouvert des opportunités importantes pour d'autres projets au CHUM, autant en enseignement, en recherche que sur le plan clinique. Ça a créé un rapprochement avec plusieurs partenaires majeurs en IA, et une synergie pour la création de nouveaux produits qui ont le potentiel de générer de la valeur sur le système apprenant en santé au Québec, mais également ailleurs dans l'espace francophone. L'alliance est naturelle entre la France et le Québec, historiquement. Donc, c'était une excellente conjoncture pour collaborer. Les premiers ministres, avec leur feuille de route qui avait identifié la santé et l'IA comme sujet prioritaire. Mais il y a aussi le contexte sociopolitique international actuel qui met en évidence l'importance de l'intensification de la collaboration avec la France. C'est une collaboration qui a aussi démontré l'agilité des partenaires franco-québécois à développer de nouvelles solutions communes pour s'adapter à un nouvel environnement. Parce que pour la petite histoire, ChatGPT, ça a été créé en novembre, on a pris connaissance de ChatGPT en novembre 2022. Eh bien, la solution, ça a été de créer un DU en IA générative et une journée d'IA générative pour faire face à ce nouvel enjeu. Enfin, l'enseignement constitue un véritable levier, c'est un levier stratégique pour aider à résoudre des défis complexes auxquels est confronté le secteur de la santé, en permettant d'intégrer de façon éthique et responsable l'intelligence artificielle. Et ceci entre en résonance avec le récent rapport de l'OMS sur l'influence de l'IA sur 50 systèmes de santé en Europe. C'est paru la semaine dernière, et pour lequel un des constats a été que l'adoption de l'IA dans les établissements est plus rapide que l'adoption de la gouvernance, de la réglementation et des programmes de formation. Seulement 24% des établissements offrent de la formation à leurs professionnels. Donc, une des recommandations est l'importance d'investir dans la formation des cliniciens. On peut souligner que le financement est quasi inexistant pour la formation en IA santé. Le IAS a pu bénéficier au cours des dernières années aussi d'un soutien du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour plusieurs de ces projets. Et la perspective pour le futur, c'est de pouvoir poursuivre l'initiative de la formation en IA pour les professionnels de la santé et de développer également des collaborations internationales afin de gagner du temps pour développer des manières innovantes de former et de contribuer à transformer les systèmes de santé, d'éviter le travail en silo alors que les enjeux sont les mêmes mondialement. Ouais, je vais compléter, Dani, tu as presque tout résumé. Moi, en tant que professeur, mon métier, c'est de transmettre. Et c'est vrai qu'il faut former nos professeurs de santé à l'IA en santé. C'est très important pour s'acculturer de l'IA en santé, d'expliquer un petit peu comment l'utiliser, de faire attention, être toujours critique sur cet outil numérique. Et je vous donne rendez-vous le 29 mai 2026 au premier congrès de SOPHIA Santé qui aura lieu aux Hospices de Beaune sur la thématique des jumeaux numériques. Donc, on vous donne rendez-vous avec Dani
aux Hospices de Beaune le 29 mai pour cette belle aventure qui est géniale, je dirais. Alors, Oui, pour les remerciements, tu veux que je commence, Dani, ou oui, tu vas, comme tu veux. je peux commencer. Donc, Vas-y. nous tenons à remercier la commission permanente de coopération France-Québec, sans laquelle ce projet n'aurait pas pu exister. Je tiens aussi à remercier spécialement Maxime Lonlas et Valérie Langlois pour leur soutien indéfectible et leur enthousiasme envers notre projet. Plus près de moi, je tiens à remercier la Fondation du CHUM pour son appui financier à ce projet et également le CHUM et ses experts qui ont répondu présents pour participer au projet et qui s'impliquent généreusement malgré leur emploi du temps surchargé, ma direction de l'enseignement et de l'académie et aussi formidable équipe de l'EIAS qui me soutiennent. Je ne suis pas toute seule pour réaliser ce projet. Enfin, je souhaite saluer la détermination de Patrick Caillé qui a maintenu les liens. On était avant la période de COVID pour, malgré l'évidence au départ de ce que nous pouvions faire ensemble, et pour son foisonnement d'idées qui positionne notre leadership et nous entraîne plus loin. Ouais, ben, je dirais, Dani, c'est que le début de notre collaboration. Je remercie la coopération France-Québec. Je voulais remercier Maxime et Sophie. Je remercie tout particulièrement le CHUV de Montréal et l'École de l'intelligence artificielle. Je dirais c'est une super aventure et il faut qu'elle continue. Donc, merci à vous de nous avoir soutenus. Je remercie le CHU de Dijon, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, l'Université de Bourgogne, la Faculté de médecine et l'UMDPCS. Et je dirais oui, c'est une aventure humaine, avant d'être une aventure numérique, mais c'est une aventure humaine qui est très belle, je dirais. Voilà. Et merci à Dani et à tous. Merci à tous. Merci beaucoup, Dani, M. Caillé. C'était vraiment passionnant. Dani, tu as prononcé le mot enthousiasme et c'est effectivement le bon mot à chaque fois que je vous entends parler de ce projet. Normalement, les caméras et les micros sont ouvertes ou peuvent l'être pour les participants, donc n'hésitez pas à poser des questions. J'ai déjà vu quelques mains se lever puis s'enlever, donc je suppose qu'il y en a, quelqu'un pour briser la glace. Monsieur Fournier. Oui, bonjour, merci pour la présentation, Monsieur Kelly et Madame Girard, vraiment très apprécié. Je me présente là, rapidement, Olivier Fournier, je suis au ministère des Relations internationales de la francophonie. J'ai deux petites questions pour vous. Évidemment, je vous laisse le soin de répartir le temps de réponse. On a parlé beaucoup de solutions communes. Je serais curieux d'avoir peut-être un petit portrait des solutions communes en IA dans le secteur de la santé pour voir un peu plus les champs d'application, puis comment on peut avoir un effet de levier le plus important possible dans le secteur de l'intelligence artificielle et dans le domaine de la santé, évidemment. Et puis, ma seconde question concerne peut-être plus votre cursus de formation. Je me demandais si ça couvrait l'utilisation des modèles d'IA par le personnel de la santé au quotidien. Donc, pas que ce soit nécessairement dans le cadre de projets structurants. Donc, merci pour vos réponses. Dani, tu veux Donc, répondre ou je réponds? je peux, la première partie, l'effet levier pour Vas-y. écoutez, un projet comme celui-là, c'est comme retombée commune, c'est l'accès à ce réseau d'experts international en IA. Par exemple, au CHUM, on a développé des bourses de fellowship en IA santé. C'est d'avoir pu cartographier des lieux où on pratique l'IA dans les centres hospitaliers qui nous donnent des références. C'est des collaborations qui s'amorcent parce qu'on peut mettre en commun les experts en France et au Québec. Et vraiment, on n'a pas encore exploité tout le potentiel des solutions communes. Là, c'est la deuxième année qu'on le fait, puis on a déjà, vous voyez, projet de recherche, diplôme en commun, diplôme on doit faire du démarketing parce qu'il y a trop de demandes pour la capacité de s'inscrire au DIU. Les solutions doivent être envisagées. Donc, il y a de la demande pour la formation en IA et c'est ce qu'on est en train de développer, de pouvoir offrir le plus de place possible aux gens qui veulent se former. Oui, moi je vais compléter pour le niveau de formation, ceux qui veulent former soit DU, soit DU générative.
faut être un expert de la e-santé, des professionnels de santé, paramédical ou non paramédical, etc. En fait, le DUDA génératif, c'est une formation très, je dirais, basique, avec des experts, mais il ne faut pas avoir une grosse formation, il ne faut pas savoir coder, surtout pas. Il n'y a aucun intérêt. L'idée, c'est un peu démystifier l'IA et aussi l'IA générative. Donc, en background, vous n'avez pas besoin d'un gros background, hein. Vous êtes médecin, pharmacien, chercheur, vous êtes professeur de santé, directeur. Vous pouvez faire le DU ou le DUA génératif, c'est très ouvert. C'est pour ça, c'est fait pour ça. Oui. Pour l'école d'intelligence artificielle en santé, on développe des outils, on accompagne les professionnels, on ne donne pas de compétences, on ne développe pas les compétences techniques. C'est vraiment de donner des outils. Par exemple, une clientèle cible pour nous sont les professionnels qui ont des responsabilités de formation au CHUM. On a développé une stratégie et des outils pour les accompagner. Et en principe, quand les étudiants ont fini leur cursus, en principe, ils font le DU à santé après le DU à générative, c'est complémentaire. L'idée, c'est qu'après, ils puissent, eux, développer leur propre projet dans leur service. L'idée, c'est ça. Merci. Madame Lao Cabon, j'espère bien prononcer votre nom. Lahaute, oui, c'est merci, Lahaute. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation et votre enthousiasme, ça fait beaucoup de bien en fait de voir des gens très passionnés. Voilà. Je pense qu'on peut effectivement plus faire sans l'IA maintenant, et notamment dans le secteur de la santé. Alors, je suis chef de projet à la Haute Autorité de Santé. Je travaille sur des recommandations de pratiques. Voilà. Donc, c'est peut-être un peu différent de votre secteur et du coup des enjeux aussi. Et j'aurais quelques questions ou pistes ou de réflexion en fait par rapport à l'utilisation de l'IA, notamment comment vous gérez les problèmes potentiels de confidentialité sur les informations, sur les personnes notamment. Voilà. Et aussi, est-ce que vous arrivez à repérer les hallucinations? Parce qu'il y a des risques d'hallucination en IA. Comment les éviter? Enfin, comment vous fonctionnez un peu? C'est peut-être des sujets un peu plus techniques, entre guillemets. Et en fait, je dirais aussi que pour ma part, je suis très ambivalente avec l'IA parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et d'un autre côté, je travaille aussi sur la santé environnementale, hein, sur One Health ou Planetary Health. Et du coup, c'est très compliqué. En fait, c'est vraiment une ambivalence de vision. Et comment travailler sur la pertinence de l'utilisation de l'IA? Est-ce que vous avez des critères? Est-ce que vous en discutez voilà, de tout ça par rapport à vos missions, des objectifs et voilà, en gros mes pistes de réflexion. Merci D'accord. beaucoup. Moi, je peux répondre un petit peu côté utilisation. Donc, nous, les applications qu'on a développées en IA générative, il n'y a pas de nom ni de prénom, comme vous avez vu, Croquia. Vous mettez un aliment autorisé, non autorisé, voilà, il vous répond. Tout ce qu'on utilise à base de données, je dirais, personnelles, se fait sur l'entrepôt de données du CHU de Dijon et en interne. Donc, il n'y a aucune donnée qui sort du CHU de Dijon. Et pour l'utilisation, je dirais, les hallucinations, là, sur celles qu'on a utilisées, maintenant, avec les dernières versions, on a testé du chat GPT 5.1, on a de moins en moins d'hallucinations. C'est vrai que ils se trompent de moins en moins et c'est vrai que les réponses sont, je dirais, de plus en plus vraies. Voilà, et c'est vrai que ces hallucinations, on les a vues beaucoup au début. Moi, j'avais demandé une charade, une fois, il m'avait rendu n'importe quoi. Et maintenant, c'est vrai qu'il s'améliore de jour en jour. Donc, je vous dirais, c'est vrai que nous, on fait très attention pour les données, avec le RGPD, etc. Tout ce qui est souveraineté, donc on part sur du Mistral ou du HDS, nous, il y a le centre de calcul à Dijonais, en Bourgogne. Voilà. Mais c'est très réglementé au niveau des développements, etc. Nous, on essaye de développer des différentes applications dans le terrain de la santé. Et là, on travaille dernièrement sur les comptes rendus automatiques pour la génétique. Pareil, il y a pas de nom ni de prénom. C'est vous tapez, voilà, j'ai une trisomie 21 et il nous sort le compte rendu avec, voilà, très, très facilement.
Oui, pour l'école d'intelligence artificielle en santé, c'est la formation continue en milieu réel. Donc, on a déjà une vocation à sensibiliser et on le fait à travers différents moyens, entre autres les conférences qui traitent des sujets d'éthique, de confidentialité des données, de l'importance des données. Et donc, c'est ça, on le fait à travers les podcasts, à travers les conférences et d'autres outils. Et on ne développe pas d'application en IA. On sensibilise et avec également en présentant des cas d'école. Et sur l'aspect santé environnementale ou les pertinences, je veux dire? Nous, on fait un petit peu attention. C'est vrai que sur l'aspect environnemental, la consommation, c'est vrai qu'on fait attention. Donc, on regarde un petit peu la consommation d'utilisation de ces IA génératives. Mais c'est vrai que ce n'est pas une problématique liée vraiment qu'à l'IA générative. Il y a toutes les IA qui consomment. C'est vrai que c'est un gros souci. Voilà, c'est... Je peux peut-être ajouter, bonjour Patrick, bonjour Dani, au niveau de la carboneutralité, le CHUM a une stratégie en place et ce qu'on est en train de regarder, c'est à partir des processus liés à tout ce qui est approvisionnement. De plus en plus, l'acquisition des nouvelles technologies doit passer à travers des contrats et donc de se forcer de questionner les différents fournisseurs sur qu'est-ce qu'ils mettent en place pour pouvoir minimiser l'impact, pour pouvoir viser une certaine carboneutralité, là, incluant tout ce qui touche l'IA. Et donc, on sait que plusieurs fournisseurs d'IA peuvent développer des algorithmes qui ne prennent pas ça en compte. Et donc, dans notre prise de décision, c'est quelque chose qu'on souhaite intégrer là, à court moyen terme. Ouais. C'est vrai que c'est éviter cette surconsommation. Là, il y a des GAFAM qui ont mis des data centers dans la mer du Nord, je crois, etc. C'est vrai que c'est une problématique sur réchauffement avec ces data centers. Oui. C'est un gros problème. Voilà, parce que ça peut faire gagner énormément de temps, être même plus efficace, mais en même temps, enfin voilà, il y a peut-être aussi des activités qui sont moins intéressantes pour... Enfin bon, voilà, c'était juste par rapport à ma sensibilité. Il y a les deux, c'est compliqué. Non, mais vous avez complètement raison. Moi, je vois les data centers, on a entendu beaucoup qu'il y aurait, je ne sais plus combien de data centers en France, plus d'une dizaine qui vont être développés. C'est vrai que ça va consommer, donc après, il faudra peut-être plus de réacteurs nucléaires, voilà, etc. Ça va engendrer des coûts. Et là, c'est à prendre en compte, c'est exactement. L'utilisation d'eau et d'énergie. Merci. 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 Bernard, je t'en prie. Merci, Maxime. Madame Girard, Monsieur Caillé, vraiment, merci de cette présentation-là. C'est très impressionnant. Je suis très content d'être présent aujourd'hui. Bernard Deneau, je suis directeur général Europe Indo-Pacifique au ministère des Relations internationales. J'ai déjà été directeur France à une époque 2016-2019 et je suis bien content parce que Valérie, Maxime, Sophie y croient. J'entendais Camille qui disait que c'était maintenant 20% des projets de coopération France-Québec. Donc, toutes nos félicitations. J'ai deux questions pour vous, puis j'ai bien entendu la création de SOFIA, qui est la société francophone. Donc, je me demandais des partenariats qui se créent ou qui pourraient se créer dans les prochaines années avec d'autres centres hospitaliers ou universités en dehors de la France et du Québec. Et aussi l'existence et la création de liens avec d'autres réseaux dans d'autres langues qui existent. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est un petit retour sur la fin de la présentation. Lorsque vous parliez, M. Callier, de la thématique jumeaux numériques, je n'ai pas bien compris ce que c'était. Donc, voilà, je vous remercie. Alors, je peux vous répondre pour Sophia Santé ou Dani aussi. En fait, pour les partenariats, on a créé 5 comités, dont un comité, c'est le comité Relations internationales partenariat. Et c'est Thierry Vermeuren, un Belge, qui est associé, qui est le VP de ce comité. Et donc, on est en contact, on essaye d'avoir à peu près tous les représentants dans un conseil scientifique avec la Belgique, le Luxembourg, ça va être la Suisse et le Canada, etc. Mais on essaye aussi, quand vous parlez un petit peu après, c'est tout l'espace au niveau de l'Afrique du Nord. Et là, on a aussi quelques contacts et on va faire des partenariats. Mais aussi, on a des partenariats aussi, on discute, on a discuté avec l'ANS en France. On doit avoir une réunion avec la DGOS, etc. Avec les HAS, ils participent indirectement, ils viennent au DU, etc. On discute bien avec eux.
Et aussi, on a eu des réunions avec les autres sociétés savantes, la Société française de santé digitale aussi, avec Maurice Ayot, et on va essayer de créer une formation commune. Donc là, l'idée de Sophia, c'est un peu fédérer tous les acteurs, pas dire oui, c'est que nous la société savante, c'est que les sociétés savantes, je dirais aussi comme je vois la génétique, ils ont une société savante qui est dédiée un petit peu à l'IA, c'est qu'on les met tous autour d'une table et sur quel projet on part, sur quel projet on part pas. Parce qu'une des problématiques actuellement que je vois apparaître, c'est que dans chaque CHU, que ce soit en France et partout, chacun développe sa solution. Et c'est vrai que la problématique, c'est que chacun arrive avec sa solution et c'est vrai qu'il va peut-être créer sa start-up et ça ne va pas être viable. Donc l'idée de Sophia, c'est de faire peut-être un répertoire de toutes ces solutions dans les CHU pour dire, vous voyez, comme moi je travaille sur la génétique, les comptes rendus, je dis demain à Marseille, ils travaillent sur cette thématique, ils perdront du temps et par rapport à nous, on aura déjà avancé, etc. L'idée, c'est de Sophia, c'est de se fédérer, de collaborer, etc. Et après, il y a la deuxième question. Il y a une autre question, dites-moi. Je vais peut-être oublier, je vais peut-être manger. Ah oui, les jumeaux numériques, excusez-moi. Donc oui, les jumeaux numériques, la thématique, en fait, c'est d'actualité. Alors je vous dirais, c'est vrai que, en fait, ça fait penser à l'assimilation, c'est jamais la première fois sur un humain. Et l'idée, ce serait de créer soit des organes numériques, ou soit, moi je vois en génétique, des données artificielles génétiques, et qu'on fasse du modelage d'une mutation et savoir son impact sur la protéine, etc. Là, ça c'est côté génétique, mais on a aussi tout ce qui est chirurgie. Donc avant de faire une ablation, etc., vous le testez sur votre jus numérique et vous regardez ce que ça fait. Alors, c'est vrai qu'on est loin du vrai jumeau numérique actuellement. Je pense qu'il faudra encore bien une dizaine d'années qu'on ait un vrai jumeau numérique. On est encore très loin, mais ça avance, tout doucement. Merci beaucoup. Et au plaisir d'en discuter sur cette thématique qui est passionnante. Moi, j'adore. C'est passionnant. Monsieur Warab Belkacem. Bonjour tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour ce partage d'expérience et de collaboration que vous faites entre CHU Montréal et Dijon. Nous savons tous que l'intelligence artificielle, son utilisation, il est incontrôlable dans tous les domaines. À l'échelle mondiale maintenant, ça commence à prendre de l'ampleur, donc on ne peut pas l'éviter, notamment dans le domaine de la santé. Ma première question, c'est est-ce que vous avez mis en place une gouvernance de l'IA pour son utilisation ou bien une autre forme d'encadrement ou de gouvernance pour vraiment encadrer son utilisation parce que nous savons bien qu'il présente beaucoup de potentialités en santé, bien sûr, et en même temps, il a des défis, des risques aussi. Donc, comment gérer tout ça pour ne pas avoir d'autres choses pour son utilisation responsable, entre parenthèses. La deuxième question, pour la formation que vous avez mis, vous avez parlé, sa durée, c'est combien et c'est quoi les axes sur lesquels vous allez articuler, bien vous avez articulé les programmes de formation? Merci. Nathalie, pour la gouvernance de l'IA, est-ce que tu souhaiterais… Oui, je laisse céder la parole à Nathalie Meyer-Hofer pour la gouvernance, monsieur. Bonjour. Donc, au CHUM, nous avons une politique, une procédure concernant l'intelligence artificielle depuis quelques années déjà. Au cours de la dernière année et demie, je vous dirais qu'on est en train de revoir c'est quoi l'IA qui est impliqué et comment on fait pour accompagner les projets d'intégration au niveau de notre établissement. On est sur le point de lancer un nouveau comité qui va pouvoir justement offrir une meilleure gouvernance de notre stratégie d'IA à ce moment-là. Donc, c'est en place depuis quelques temps et c'est en train de se renouveler parce que l'IA lui-même ou elle-même est constamment en train de évoluer. Donc, nous aussi, il faut continuer à se poser des questions puis à se réajuster à fur et à mesure qu'on avance. Donc, ça, c'est au niveau du CHUM. Et peut-être un point d'information ici au Québec, tous les établissements de santé doivent déclarer tout projet, initiative et infrastructure. J'ai comme un blanc de mémoire sur la terminologie, l'actif informationnel qui utilise l'intelligence artificielle entre ses murs. Donc, il y a aussi des mécanismes de gouvernance en lien avec les différents autres ministères multiples. Donc, dans ce cas-ci, le ministère de la cybersécurité du numérique, en plus de Santé Québec et le MSSS, qui est notre ministère de la santé et des services sociaux ici. Donc, il y a plusieurs instances de gouvernance au niveau du Québec. Donc, nous, au niveau de Dijon, il y a une gouvernance qui est en train de se mettre en place. Il y a ce qui s'appelle EREBIA, c'est l'entrepôt de données IA. Donc, il y a un comité qui est en train de se structurer sur quelle utilisation faire de l'IA en santé. Donc, il y aura un tuteur, un médecin référent, etc. Donc, nous, c'est vraiment tout nouveau, c'est en place
Pour la formation, les axes du DEA Santé, on a 5 axes. Un axe de la data, de la robotique, de l'IA générative, est-ce qu'on a mis de l'éthique, surtout l'éthique. Éthique et réglementation. Donc, on a un gros axe d'environ, ça dure environ 8 heures. Et je dirais, nous, le DUA Santé commence, là, il a commencé depuis octobre jusqu'à mars. Et le DUA génératif commence de janvier à mars, tout en distanciel. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de demandes, on a plus d'une 60aine de demandes cette année. Et les axes, je les ai là, hein, c'est éthique, réglementation. On a même 2 heures sur l'implémentation d'une IA générative en local. Parce que ça, c'est très important. Si vous l'utilisez une IA vraiment que pour votre société ou votre centre hospitalier, vous pouvez l'implémenter en local. Alors, il faut savoir que c'est très lent quand vous le mettez en local. Nous, on a testé. C'est un peu plus lent qu'une IA générative sur un cloud, etc. Voilà. Merci beaucoup. On a encore une question de Mme Sarah Bail. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup aux intervenants et aussi merci beaucoup aux organisateurs pour cette réunion. Je m'appelle Sarah Bail, je travaille au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en France et je suis un peu les enjeux de santé. Alors moi, je ne suis pas du tout scientifique, pas du tout technique et je suis de très très loin les enjeux de santé. Néanmoins, votre présentation, très intéressante par ailleurs, m'a fait penser en fait à un projet qu'on soutient, nous, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi le ministère de la Santé et d'autres ministères français, qui s'appelle l'Académie de l'OMS. Donc l'Académie de l'OMS qui dépend de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, c'est un centre international de référence pour tout ce qui est formation des professionnels de santé à l'échelle mondiale. C'est un projet qui a été inauguré en décembre dernier par le président de la République, donc il commence à se mettre en marche et je sais qu'ils font beaucoup de formations, ils commencent à développer des modules de formation aussi, ils ont un centre de simulation où là je suis un peu vague parce que je ne suis pas sûre exactement de ce que c'est, et je sais qu'ils sont en train de créer beaucoup de partenariats, notamment avec des CHU. L'académie est basée d'ailleurs à Lyon, j'ai oublié de le spécifier. Et en fait, l'IA est bien évidemment une thématique qu'ils voudraient développer. Et je me demandais si c'était opportun de peut-être vous mettre en contact ou d'essayer de voir comment on pourrait créer un partenariat ou une collaboration, parce que ce que vous faites, c'est génial. Et je pense que ça serait super si plusieurs pays, en fait, pourraient en bénéficier, sachant que puisque c'est l'Académie de l'OMS, il y a quand même un système de traduction en plusieurs langues de toutes ces formations. Et c'est ce que je vous disais, nous, voilà, à la France, on appuie pour qu'il y ait beaucoup plus de partenariats, notamment avec nos CHU. Pas que français, hein, c'est un projet qui est vraiment mondial. Donc, si jamais ça vous intéresse, moi, je serais ravie de pouvoir un peu creuser. Bah oui. Vous avez le feu vert? Ravi. Ok. Allez-y. Avec plaisir. Ok, bah écoutez, je me permettrai peut-être de vous mettre en contact et puis d'organiser peut-être une réunion pour voir comment on peut élargir ce projet. Oui, parce qu'on a un gros réseau aussi de partenaires pour les formations, etc., entre le CHUM de Montréal et même Dijon. Dans le DU, j'ai plus de 50 intervenants. Le DU génératif, j'en ai 30. Voilà, on a avec Dany, on connaît beaucoup de monde là-dessus et on peut faire intervenir beaucoup de gens. Voilà. Oui. Avec plaisir. Je suis à votre disposition pour faire les liens entre tout le monde. N'hésitez pas à m'écrire. Je crois qu'on a une question de Madame Judith Thiao. Oui, bon matin. Donc, merci beaucoup là, pour cette excellente présentation. Je suis Judith Thiao, nouvellement arrivée au CHUM comme directrice de l'enseignement et de l'académie. Et puis, ce que je voulais simplement faire ce matin, c'était de prendre un moment pour féliciter Dany et toute l'équipe de l'EIAS pour le travail accompli, de même que Patrick et puis toute l'équipe du CHU de Dijon. Là, moi, j'arrive en fonction et puis je découvre tout le travail qui est fait. Et je vois aujourd'hui qu'avec les résultats qui sont présentés, que la coopération France-Québec, elle est vraiment porteuse et stratégique pour nos deux systèmes de santé. Donc, c'est simplement dire un bravo vraiment pour votre engagement, la rigueur que j'ai pu constater au travers de la présentation. Et puis, moi, je suis vraiment très impatiente là, de voir la suite des avancées de notre coopération. Donc, voilà. Eh ben, merci Judith, c'est un plaisir de travailler avec vous et avec votre équipe qui est super. Enfin, moi, je le redis, Nathalie, Dany, même tous ceux qui sont là, Oriane, Gaël, tout ça. J'ai eu un
comment vous dire, quand je suis allé au Canada, quand on a fait le Miam, enfin, j'étais très, très, très bien entouré, je dirais, et elles m'ont accompagné pendant une semaine là-bas et c'était super. Enfin, franchement, une très belle expérience. Voilà. Merci beaucoup, je n'en doute même À pas. rééditer. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Belkacem, je ne sais pas si vous avez une autre question ou si c'est une ancienne main qui est restée levée. Non, c'est juste, j'ai pas une question, c'est juste sous forme d'une demande pour la coopération, l'échange et tout. Par rapport à la gouvernance, moi je suis de Santé Québec. Et je me demande s'il y a vraiment un moyen si possible, de travailler ensemble pour voir la mise en place de la gouvernance de l'IA, pour travailler ensemble, pour échanger de l'expérience et de la vision et des réflexions aussi. Il y avait d'autres questions? Une grande volonté de collaborer, là. Absolument. Entrez en contact avec nous. Ça nous fera grand plaisir de trouver un moment pour en discuter davantage avec vous. On a énormément appris au cours des dernières années, que ce soit pour l'accompagnement, la réalité vécue, comment même les changements de gouvernance, les différentes lois et règlements sont en train de percoler dans la réalité ici en milieu hospitalier. Donc, beaucoup à échanger avec vous pour ne pas être obligé de réinventer la roue non plus. C'est super. Merci. Ouais, et puis, je vais revenir sur mon expérience dans cette collaboration. C'est vrai qu'on parle beaucoup de numérique, mais il y a beaucoup d'humains dedans, avec Dani, etc., Nathalie. Et c'est vrai que cette partie-là est très, très importante. Depuis le début, on s'est super bien entendu et ça a permis d'arriver jusqu'à Sophia, la société francophone. Et on va aller, j'ai encore des idées, vous inquiétez pas, on va aller plus loin. Oui, non, on n'a aucun doute. Mais en fait, Patrick a un don pour fédérer les gens qui partagent les mêmes valeurs et qui ont ce même engagement pour développer l'IA de façon éthique et responsable pour le bien de tous. Donc, on est en terrain ami avec quiconque appartient à ce réseau. Ouais, et puis ce qu'on veut tous, c'est arriver à que nos centres hospitaliers vivent, je dirais pas correctement, mais qu'on a tous des problèmes aux urgences, etc., dans notre système de soins. Et c'est d'arriver à aider ces professionnels de santé, ces les infirmières, etc., dans leur quotidien, grâce au numérique. Ouais, c'est vrai que c'est en train de révolutionner notre métier, mais l'idée, c'est que ça nous aide. Ça ne nous remplace pas, mais que ça nous accompagne. C'est voilà, le médecin augmenté, etc. Voilà, mon mot final, ça serait ça. C'est augmenter le professionnel de santé, pas le remplacer. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, mais ces beaux échanges sur les perspectives futures de coopération clôturent bien l'événement. Puis je crois effectivement que la coopération France-Québec, c'est aussi beaucoup d'histoire humaine. On le voit toujours dans tous les projets sur lesquels on travaille avec Valérie ou avec Julie ou Simon au consulat. Donc vraiment, c'est très enthousiasmant. Merci beaucoup à toutes et tous. Je pense que nous pouvons clôturer pour aujourd'hui.